merci d'être venus nombreux. Donc quelques mots simplement pour vous parler de mes débuts au CNES. En fait, j'ai démarré au CNES en 1987, donc ça va faire bientôt une trentaine d'années, dans ce qui est plus très courant aujourd'hui. On fait des carrières dans des entreprises multiples. Moi, pour ce qui me concerne, je suis resté au CNES assez longtemps. J'espère qu'il va rester encore quelques années. Donc j'ai démarré plutôt dans le domaine de l'orbitographie précise, donc sur l'utilisation de systèmes DORIS pour positionner les satellites avec des précisions centimétriques. Ensuite, j'ai travaillé sur l'altimétrie, sur la mission Topex-Poséidon, en coopération avec les États-Unis. Et puis là, depuis une petite dizaine d'années, je m'occupe de manière beaucoup plus générale des développements instrumentaux pour l'optique, les micro-ondes, le submillimétrique, enfin toutes les gammes de longueur d'onde, et toute instrumentation scientifique et l'instrumentation pour l'observation de la Terre. Alors là, ce soir, la présentation que je vais faire, je vais la dérouler en plusieurs parties. D'abord, je vais démarrer par quelques généralités sur le CNES, quelques chiffres sur les budgets, sur la manière dont le budget est utilisé, et puis ensuite je passerai en revue quelques missions scientifiques, d'astrophysique, d'exploration du système solaire, et puis ensuite on reviendra vers la Terre, où là je vous donnerai quelques détails sur les développements en cours et le futur de l'imagerie à haute résolution par exemple. Et puis j'espère qu'à la fin vous aurez quelques questions si vous n'êtes pas épuisés pour qu'on puisse un peu rêver encore sur les possibilités du spatial. Alors bon, ça c'est le slogan du CNES de l'an dernier, la Terre a besoin d'espace, l'espace est un lieu privilégié. Effectivement, pour observer la Terre et comprendre son fonctionnement, on a besoin aujourd'hui de s'en éloigner un peu, de prendre du recul, ce qui va nous permettre de surveiller son évolution, anticiper les événements naturels violents par exemple, et puis également ça va nous permettre de sonder, explorer le système solaire et l'univers tout entier. Mais c'est aussi, en dehors de ces découvertes scientifiques et de la compréhension plus fine du système Terre ou du système de l'univers dans son ensemble, c'est aussi un lieu d'innovation technologique, puisque à partir du moment où on va dans l'espace, il va falloir être capable de fonctionner ou de mettre au point des équipements qui vont fonctionner dans des environnements assez complexes, dans le vide, avec des écarts de température importants. On est bombardé par du rayonnement, par des particules ionisées. Et donc ça va nous amener à nous dépasser d'une certaine manière. Il va falloir également maîtriser l'information. Il faut, à partir du moment où vous envoyez des capteurs au fond du système solaire, il faut être en mesure de renvoyer des images qui sont prises sur place, donc de renvoyer sur Terre. Et puis également, l'espace va permettre d'accompagner les activités humaines. Le troisième point, c'est la stratégie d'indépendance, c'est plus un enjeu politique, qui était d'ailleurs à l'origine de la création du CNES dans les années 60. L'idée, ça a été d'essayer d'acquérir de l'indépendance par rapport aux États-Unis et à la Russie, qui à l'époque étaient tout puissants dans ce domaine. Voilà. Alors l'espace, où va-t-on? Je vous ai rappelé, pour ceux qui connaissent pas trop les orbites, là vous avez 4 types d'orbites qui vont nous permettre de nous éloigner de la Terre. Donc on commence peut-être par celle de gauche qui est finalement la trajectoire qui a été prise par la sonde Rosetta. Donc, qui est une trajectoire très complexe, puisque là, en l'occurrence, il fallait organiser un rendez-vous entre une sonde et puis une comète. Donc il y a une trajectoire très particulière. C'est une trajectoire la plupart du temps qui est hyperbolique, qui se rapproche du Soleil et qui n'est pas dans le plan des planètes, qui n'est pas dans le plan écliptique. Donc, il faut utiliser des effets de fronde gravitationnelle. Donc passer à proximité de grosses planètes et à ce moment-là donner des impulsions pour sortir du plan et rejoindre la comète. Donc pour arriver au rendez-vous au bon moment, c'est vrai que c'est un exercice assez périlleux qui nécessite une très bonne modélisation de tous les effets perturbateurs, de toutes les forces d'attraction gravitationnelle qui existent dans le système solaire. Donc ça, c'était un premier exploit. Après, l'autre exploit, ça a été effectivement de se poser aussi sur cette comète. Donc ça, j'y reviendrai avec une petite vidéo un peu plus tard.
Bon, après, dans les orbites plus classiques, vous avez, je vais prendre celle du bas, l'orbite géostationnaire à 36 000 km, très connue, je pense en particulier à Lannion, où c'est l'orbite de prédilection pour mettre en place des satellites de télécommunication ou de télédiffusion. Donc à 36 000 km, au-dessus de l'équateur, vous êtes en position fixe finalement par rapport à la Terre. Donc, ce qui permet de voir toujours à peu près la même zone en permanence. Des orbites également très courantes en observation de la Terre en particulier, c'est l'orbite en bas à droite, l'orbite qu'on appelle une orbite LEO, Low Earth Orbit en anglais, donc orbite basse, entre 300 et 1300 km d'altitude au-dessus de la Terre. Donc une période orbitale qui va être autour d'un peu moins de 2 heures, hein, donc en 1h30, 2 heures, vous faites un tour de Terre en quelque sorte. Donc vous en faites entre 13 et 14 tours de Terre par jour. Et pendant que vous faites ces tours de Terre, la Terre tourne également. Donc vous avez des orbites qui sont des orbites inertielles et la Terre tourne en dessous. Voilà. Donc ça c'est largement utilisé pour observer de manière systématique la totalité de la surface terrestre. Et enfin, je termine par l'orbite en haut à droite, qui est l'orbite dite MEO. C'est orbite d'altitude moyenne, on va résumer ça comme ça. Donc entre 10 000 et 25 000 km. Donc c'est aujourd'hui l'orbite utilisée pour les GPS, GLONASS, tous les systèmes de radionavigation. Donc là on a plutôt des périodes qui tournent autour de 12 heures, c'est-à-dire que le satellite fait un tour autour de la Terre en une journée, enfin en une demi-journée, 12 heures. Et voilà, ce sont des orbites qui sont peu utilisées pour les transmissions ou pour l'observation de la Terre elle-même, mais c'est par contre très pratique pour la radionavigation. Enfin, une orbite un peu exotique, pour laquelle j'ai un petit film, qui est l'orbite dite des points de Lagrange. Donc, un point de Lagrange, ici on va présenter le point de Lagrange L2 qui se situe de l'autre côté de la Terre. Vous avez le Soleil à gauche, la Terre, et le point de Lagrange est matérialisé ici. Et c'est un point pour lequel la force centrifuge est égale à la force d'attraction solaire et attraction terrestre. Donc quand on ajoute les deux attractions, eh bien, la force résultante est égale à la force centrifuge. Donc c'est un point d'équilibre stable. Vous avez une position stable, et donc envoyer un satellite à cet endroit-là permet d'avoir une position orbitale relativement naturelle, qui est très intéressante pour l'observation en astrophysique. Donc voilà, vous voyez un peu la manière dont on peut s'y rendre. Alors c'est assez compliqué. Ça fait des orbites, on est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc c'est relativement loin. Et vous êtes finalement un peu derrière la Terre, protégé du rayonnement solaire, en partie protégé du rayonnement solaire. Donc c'est intéressant pour observer l'univers dans des gammes de longueur d'onde, infrarouge, moyenne infrarouge, submillimétrique. Voilà. Bon après, donc je vous ai déjà dit effectivement que l'espace c'est un point de vue unique qui se mérite. C'est vrai que pour atteindre ces positions orbitales, il y a des contraintes techniques fortes à surmonter. Alors il faut bien effectivement vous rappeler qu'on ne peut pas intervenir sur place. Enfin, on l'a fait dans le passé, mais aujourd'hui c'est devenu assez compliqué. Donc on fait l'hypothèse que les équipements, une fois qu'ils sont lancés et mis en orbite, eh bien, il faut pas avoir à les réparer. C'est plus facile. Donc il n'y a pas de maintenance matérielle possible, et tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire des mises à jour de logiciels. Donc détecter des bugs et corriger les bugs en téléchargeant des nouvelles versions logicielles. Bon, alors il y a des exceptions à ça. Les Américains, grâce à la navette spatiale européenne, enfin non, navette spatiale américaine, pardon, sont allés réparer Hubble à plusieurs reprises, mais ça avait été conçu pour ça. Et par contre, ça a un coût colossal. Je dirais chaque lancement de la navette spatiale coûtait la bagatelle de 500 millions de dollars, à peu près, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait des réparations très coûteuses et complexes à mettre, et complexes dans leur mise en œuvre. Alors après, donc, il faut également être capable de piloter, calibrer tous les instruments qu'on va développer à distance et tout au long de la mission. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi tous les effets de réglage ou de vieillissement des équipements qui font qu'à un moment ou à un autre, il faut recaler un petit peu toutes les fonctions d'appareil des instruments qu'on a envoyés. Ensuite, il faut bien voir aussi que l'environnement qui va être subi par le satellite et tous ses équipements est relativement agressif.
puisque lors du lancement, vous allez être confronté à un effet de vibration mécanique extrême, avec des ondes acoustiques, une accélération très violente également, des chocs lors des séparations. Donc l'environnement mécanique qui est subi par le satellite et tous ses équipements est particulièrement violent. Donc il faut résister à ça, puisque après on ne pourra pas les réparer. Donc il faut déjà tenir cet environnement. Puis ensuite, vous voyez qu'au niveau de température et changement de pression, on va passer assez brutalement au vide. Donc l'équipement va se retrouver dans le vide complet et à des températures qui peuvent être très, très basses. On peut descendre en dessous de moins 100 degrés, typiquement, c'est des choses qu'on va rencontrer. Voilà, donc là, bon, le satellite est arrivé à bon port. Alors après, une fois qu'il est arrivé à bon port, c'est pas terminé, parce qu'en final, l'environnement que l'on va subir une fois en orbite, ça va être le rayonnement solaire, des charges électrostatiques qui vont s'accumuler sur les parois du satellite, la présence de micro-débris qui commence à être un problème vraiment très très sérieux, l'oxygène monoatomique en altitude, on est dans le vide, donc ça présente un effet particulier si vous êtes dans le vide, et donc les équipements qui dissipent de la chaleur vont devoir les dissiper uniquement par rayonnement. Il n'y a pas de convection, il n'y a pas d'aérateur ou d'air qui circule pour refroidir les équipements, donc il faut essayer d'évacuer tous les watts dissipés grâce à des grandes surfaces radiatives que l'on va tourner vers l'espace froid. Bon, et puis également, vous n'avez pas de gravité. Bon, enfin ça, limite, ça peut nous arranger, mais parfois ça pose problème parce que l'absence de gravité fait que, à un moment donné, si vous avez des poussières à bord du satellite ou des molécules organiques, typiquement, elles vont venir se déposer, elles vont bouger à l'intérieur du satellite, venir se déposer sur des lentilles froides, typiquement. Donc pour de l'optique, c'est pas très agréable. Donc l'environnement est assez complexe et oblige à prendre beaucoup de précautions. Bon, alors voilà, donc je reviens un petit peu maintenant sur quelques généralités sur les missions du CNES. Donc une politique spatiale française ambitieuse depuis l'origine, depuis les années 60. Largement au service de l'Europe pour maîtriser l'espace de bout en bout et également pour être un moteur dans la construction de l'Europe de l'espace. Donc en général, la France reste une force de proposition importante pour le spatial européen. On découpe les activités du CNES dans 5 grands domaines d'intervention. Alors le premier domaine, c'est celui des lanceurs, dont vous avez tous entendu parler, avec Ariane, qui connaît un certain nombre de succès, on va dire, qui est un lanceur très fiable, très concurrentiel, mais qui commence à se faire tailler quelques croupières par des concurrents américains qui reviennent en force. Donc ça nous garantit, Ariane, l'autonomie d'accès à l'espace au niveau européen. C'est un enjeu de souveraineté qui est garanti par la gamme de lanceurs européens. Vous verrez plus tard qu'on a effectivement une gamme de lanceurs actuellement opérationnels. Le deuxième domaine d'intervention, c'est celui des sciences, donc exploration de l'espace, pour chercher les réponses à des questions fondamentales, comprendre l'origine du système solaire, l'origine de l'univers bien sûr, comprendre l'évolution des galaxies, naissance, expansion et puis collision même de galaxies, pourquoi pas. Et enfin, une dernière question qui est complexe, c'est d'identifier la présence de vie ailleurs que sur Terre. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est le domaine de l'exobiologie. Le troisième domaine d'application, c'est l'observation, donc sous-entendu l'observation de la Terre. La planète Terre vit sous le regard constant des satellites qui l'observent, l'étudient, qui essaient de comprendre tout son fonctionnement, l'atmosphère, les océans, les terres émergées, et qui vont fournir des données qui sont aujourd'hui incontournables pour les prévisions météorologiques, l'étude des océans, l'océanographie, l'étude du changement climatique également, donc être capable de mesurer précisément l'évolution des températures moyennes, de l'évolution du niveau des mers par exemple, ou la fonte des glaciers. Voilà, tout ça ce sont des variables assez intéressantes pour étudier l'évolution et les changements climatiques. Et enfin, le dernier point très pratique, c'est l'aménagement du territoire. Être capable de voir quelles sont les surfaces qui ont été conquises par les villes, et donc de faire de la classification de terrain.
Le quatrième domaine, celui des télécommunications. Donc ça, c'est ici, vous connaissez très bien. Vous avez un musée pas très loin qui permet d'avoir un aperçu, je pense, de toutes les possibilités de ce domaine. Donc là, les satellites jouent un rôle irremplaçable pour les télécommunications à haut débit. La localisation, la collecte de données environnementales, la recherche et le sauvetage. Donc ça, ce sont plutôt les applications que vous connaissez peut-être sous le nom d'Argos, Sarsat, donc, qui sont des systèmes de collecte de données assez originaux finalement au niveau français, qui n'ont pas vraiment d'équivalent ailleurs dans le monde, et qui essaient aujourd'hui de trouver un peu un modèle économique un peu différent. Voilà. Je ne parlerai pas trop de ce domaine-là par la suite. Le domaine de la défense également, donc ça c'est un autre des domaines d'intervention. Pour la défense, en fait, on développe au niveau du CNES l'observation optique à très haute résolution, donc avec les satellites dont vous avez peut-être entendu les noms, donc la famille Helios. Helios 1, Helios 2. Aujourd'hui, on termine le développement de la composante spatiale optique qui s'appelle CSO, qui devrait être lancée d'ici 2018. Donc ce sont des systèmes d'imagerie à très haute résolution, dont on ne vous donnera pas trop de caractéristiques, parce qu'elles sont quand même classifiées, on va dire. On a également développé pour la défense des systèmes de recueil de renseignements d'origine électromagnétique, donc ce qu'on appelle l'écoute, donc être capable depuis l'espace de détecter des émissions radioélectriques, impulsionnelles ou de communication. Les télécommunications hautement sécurisées, ce sont les systèmes Syracuse qui permettent aux forces françaises de communiquer un peu partout dans le monde de manière confidentielle et protégée. Et puis également le dernier point, la surveillance de l'espace, qui est un thème plutôt en devenir, qui consiste donc à utiliser les dispositifs spatiaux pour déployer des forces sur le terrain, par exemple. Donc je vous donnerai quelques exemples par la suite. Alors, le CNES est une agence de programme et un centre d'excellence technique. Donc là, je ne vais pas trop m'apesantir sur cette planche, j'en ai déjà un petit peu parlé. Le CNES a pour mission d'apporter une vision d'ensemble des solutions spatiales grâce à une compétence complète de bout en bout, et puis grâce à sa capacité d'innovation. Donc on essaie d'être le plus possible à l'écoute des utilisateurs et de leurs besoins, de manière à définir des solutions optimales. Et on est au carrefour également des laboratoires scientifiques qui vont à la fois nous poser des questions scientifiques, mais aussi développer des technologies spécifiques qui vont permettre de répondre à ces questions. Et de l'autre côté, on va trouver les entreprises industrielles qui vont nous permettre de réaliser les équipements, les satellites, et qui vont nous permettre aussi d'assurer les opérations de lancement. Voilà, donc on est entre ces domaines-là, on navigue un peu entre les laboratoires scientifiques et les entreprises, et l'industrie. Voilà. Bon, je passe au dernier point. Voilà l'ensemble de nos partenaires, je ne vais pas tous les lister, vous voyez que dans nos tutelles, en fait, donc dans les organismes qui nous financent, on va trouver à gauche, en haut à gauche, les ministères, les ministères de la Recherche, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Industrie, on va trouver le ministère de la Défense, un peu plus haut, en haut à droite. On va trouver au milieu l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, qui elle ne nous finance pas, mais avec qui on coopère et avec laquelle on va réaliser un certain nombre de missions. Et puis on va trouver les partenaires habituels, donc laboratoires scientifiques, industrie, Union européenne, ça c'est un acteur un petit peu nouveau. Depuis maintenant une petite dizaine d'années, l'Union européenne met en place des financements pour développer des systèmes spatiaux spécifiques. Donc parmi ces systèmes, on a le système Galileo, qui est censé nous donner au niveau européen une indépendance pour la localisation et navigation, donc qui va nous permettre de nous passer éventuellement du GPS. Ce sera le GPS européen. Alors c'est opérationnel normalement depuis la fin de l'année dernière, mais je pense qu'on a encore du travail à faire pour que vous l'ayez dans vos smartphones, par exemple. C'est pas encore totalement... C'est pas encore fait. Ouais. Voilà.
Et puis évidemment, on a tout un tas de partenaires internationaux, c'est-à-dire qu'on travaille également en bilatéral ou en trilatéral avec d'autres agences internationales, donc avec la NASA bien entendu, avec la JAXA au niveau japonais, avec Roscosmos qui est donc avec la Russie, avec la Chine, c'est NSA, l'ISRO, ça c'est l'Inde. Donc voilà, on a un certain nombre de coopérations, souvent à deux États, avec tous ces pays qui sont en train de développer des compétences spatiales importantes. Bon, ça, je vais passer, Voilà, donc ici, quand même, un rappel simplement pour situer les activités du CNES au niveau européen. Donc, en fait, depuis 1975, on a l'Agence spatiale européenne qui est chargée par un certain nombre d'États membres de conduire les programmes qui lui sont confiés. Il y a 22 États membres aujourd'hui, donc c'est pas tout à fait la même définition que l'Union européenne, ce serait trop simple. Donc 22 États membres, 2200 collaborateurs répartis dans 6 centres techniques au niveau de l'Agence spatiale européenne. Et le premier contributeur est la France. Donc c'est le CNES qui représente en fait la contribution française à l'Agence spatiale européenne. Enfin, l'Union européenne, avec un traité de Lisbonne renouvelé en 2009, possède ce qu'on appelle une compétence partagée avec ses États membres. Bon, c'est un jargon un peu politique, hein, je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus. Donc j'ai déjà évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait deux grands programmes auxquels participe le CNES, donc Galileo pour la géolocalisation, et l'autre programme très important également, c'est Copernicus pour l'étude de l'environnement. Donc Copernicus, j'y reviendrai par la suite. C'est constitué d'un grand nombre de satellites en orbite basse, qu'on appelle les sentinelles. Aujourd'hui, on a les sentinelles 1, 2, 3, qui sont déjà lancées. Peut-être vous n'en avez pas entendu parler, vous n'avez pas été concerné, donc je vous en dirai quelques mots. Et il y a les sentinelles 4, 5, 6 qui sont en préparation. Donc c'est une grosse flotte de satellites qui vont permettre de surveiller de manière un peu systématique l'ensemble de la Terre. Bon, ça, je l'ai déjà évoqué, donc je ne vais pas. Voilà. Simplement 4 centres techniques pour le CNES. Je démarre par le centre technique, enfin, c'est pas un centre technique, le centre de Paris, hein, qui est plutôt le siège en fait du CNES, qui est en interaction avec l'Agence spatiale européenne et puis les autres agences internationales. Donc on va y trouver ce qu'on appelle la direction des programmes. La Guyane, eh bien évidemment, là, c'est la base de lancement de l'ensemble de nos lanceurs. On verra tout à l'heure qu'on a 3 lanceurs actuellement, Vega, Soyuz et Ariane, qui sont lancés depuis la Guyane. Bon, actuellement, c'est en grève, vous avez tous entendu parler, pour tout un tas de raisons. Le spatial est forcément un peu impliqué dans l'affaire, mais je dirais qu'on fait des efforts. Je crois qu'il y a 75% des salariés du CNES en Guyane qui sont d'origine guyanaise. Donc il y a un effort important qui a été fait quand même pour faire attention et protéger un peu la paix sociale. Ceci étant, c'est vrai que c'est un terrain assez compliqué. En revanche, c'est très intéressant comme position géographique puisqu'on est vraiment sur l'équateur et donc ça donne un gain significatif pour le lancement et ça facilite vraiment la mise sur orbite de tous les satellites géostationnaires en particulier. Donc c'est une position qui nous est enviée par beaucoup de nos partenaires. Et enfin, alors oui, Paris, non, c'est pas enfin. Donc Paris Doménil, ça c'est le nouveau site de développement des lanceurs à Paris. Il était situé auparavant à Évry, donc ça a déménagé depuis quelques années. Donc maintenant, ça se situe également en Paris. On a une équipe intégrée CNES, Agence spatiale européenne, puisque le programme Ariane est majoritairement aujourd'hui un programme européen. Et enfin, en haut à droite, le centre de Toulouse, qui est le plus gros centre. On a 1700 personnes, en gros, qui travaillent sur Toulouse. Et là, c'est le centre dans lequel on va développer des satellites d'observation, de télécommunication. On va faire les mises et maintiens à poste des satellites que l'on conçoit et que l'on lance. Donc on y trouve en fait toutes les activités qui tournent autour des systèmes orbitaux. Quelques chiffres sur les budgets. Donc, la France est la première nation spatiale européenne avec un budget spatial institutionnel de 33 € par an et par habitant en France. Donc c'est quand même significatif. Je ne sais pas si vous étiez conscient de ce type de chiffre. Donc c'est pas rien. Hein. Voilà. On est au 2e rang mondial derrière les États-Unis.
qui est par contre loin devant. J'ai pas mis les chiffres ici, mais au niveau des États-Unis, on est à plus de 15 milliards de dollars entre le budget scientifique et le budget militaire. Donc c'est vrai que c'est quand même des chiffres assez impressionnants. Au niveau européen, l'Allemagne est située juste derrière nous. Voilà. Et bon, ici, vous voyez que les 2 milliards, les quelques 2 milliards d'euros que la France consacre au spatial sont répartis de la manière suivante. On en a la moitié en fait qui va aller vers l'Agence spatiale européenne pour participer en fait à des programmes scientifiques ou des programmes en coopération. Et puis l'autre part, vous voyez donc en vert à gauche, programme national, on a à peu près 700 millions d'euros par an qui vont nous permettre de développer des programmes en coopération bilatérale avec la NASA par exemple, ou avec l'Inde ou la Chine. Et puis après vous avez d'autres caractéristiques que je ne vais pas détailler. Quand on prend maintenant le budget CNES en programme national, on voit que quand même il y a une grosse partie de ce budget qui est consommée par le développement de la filière Ariane. Donc ça représente quand même effectivement un montant significatif. Et après vous voyez que observation et sciences, on est entre 280 et 300 millions d'euros chacun. Donc, je ne vais pas trop vous assommer avec les chiffres, mais enfin, donc, retenez les 33 € par an et par habitant pour... Voilà, les 5 domaines d'intervention. Donc, je vais passer très vite sur le domaine lanceur et télécom. Donc, le domaine des lanceurs, ici, vous avez résumé les caractéristiques des 3 dispositifs de lancement qui sont aujourd'hui opérationnels depuis la Guyane, avec le lanceur Vega à gauche, qui permet de lancer des satellites de la gamme 1,5 tonnes en orbite basse. Donc, c'est un petit lanceur, hein, il est opérationnel depuis quelques années, avec relativement peu de lancements tous les ans, entre 2-3 lancements maximum par an. Le Soyouz, donc c'est un lanceur qui en fait est un lanceur russe, que l'on lance maintenant depuis la Guyane. Ça a demandé un certain nombre d'efforts, de mise au point pour être capable d'intégrer l'ensemble des satellites qu'on dispose dans la coiffe qui est située au sommet du lanceur, et donc d'être capable de les configurer, les installer dans cette coiffe sur des installations guyanaises. Ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui bon, c'est opérationnel encore pour quelques années. Voilà. Et puis on a donc ça permet de lancer des satellites sur des orbites dites héliosynchrones avec des capacités autour de 4,5 tonnes, 4,2 tonnes. On peut lancer 2 satellites ensemble de 4 tonnes chacun, ce qui permet de mettre en orbite basse jusqu'à 8 tonnes de satellites. Et puis enfin donc le Ariane 5 à droite, lui permet de mettre une dizaine de tonnes. Alors soit un seul satellite, soit plusieurs satellites sur l'orbite dite géostationnaire, enfin GTO, donc transition, orbite de transfert géostationnaire. Pardon. Et on a décidé à la fin de l'année dernière, de lancer toutes les activités, le financement des activités pour le développement d'Ariane 6, qui sera le successeur d'Ariane 5 aujourd'hui. Donc on a jugé qu'il y avait une certaine urgence à entamer ces activités dans la mesure où il y a un certain nombre de pays qui mettent en place aussi des lanceurs qui sont sur le point de devenir quand même très concurrentiels. Il y a SpaceX côté américain qui a un petit peu surpris tout le monde, et donc maintenant je pense qu'on essaie d'être au niveau, et donc il faut qu'on se reste vigilant. Voilà. Donc ça, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. L'idée, c'est d'essayer de faire toujours plus performant et puis de réduire surtout le prix. Donc il faut travailler sur toute la chaîne de production industrielle. Alors au niveau des télécommunications, je vais être assez bref. Donc c'est une grosse activité, ça structure très fortement toute l'industrie française du spatial, puisque je dirais que c'est la majorité des satellites qui sont développés par nos maîtres d'œuvre. Donc je pense à Airbus Defence and Space sur Toulouse, et puis Alcatel à Cannes et Toulouse. Donc je dirais que ces deux industriels, ces deux gros maîtres d'œuvre industriels français développent essentiellement leur activité autour de ces domaines-là. Donc c'est le gros du chiffre d'affaires en fait.
Et donc le domaine des télécommunications, ça recouvre à la fois les télécommunications, la télédiffusion, le positionnement et navigation, et puis également les thèmes de la collecte de données et de la recherche et du sauvetage en mer. Bon, ça c'est un peu plus anecdotique, là c'est pas un business énorme. Voilà, maintenant je vais attaquer un peu le vif du sujet. Donc ça va être les sciences. Hein. Donc pour mieux comprendre l'origine de l'univers et accroître nos connaissances et notre compréhension des objets qui constituent l'univers, comprendre également l'origine de la vie dans l'univers, eh bien on va mettre au point un certain nombre de missions pour observer des caractéristiques qu'on ne peut pas observer depuis le sol, par exemple, tout simplement. Et dans un certain nombre de domaines, de thèmes, hein, donc, dans le domaine de l'astronomie, de l'astrophysique, dans l'étude du système solaire. On va développer également des missions qui vont s'intéresser plus particulièrement au Soleil lui-même, à son héliosphère, à la magnétosphère qui entoure la Terre. On va également lancer des missions de physique fondamentale pour vérifier dans l'espace, en absence de pesanteur et dans le vide, quelques grandes lois théoriques, quelques grandes lois physiques. L'exobiologie, alors ça c'est quelque chose qui est un peu plus émergent, qui est très transverse. Donc c'est la recherche de la vie, alors déjà dans le système solaire, mais aussi en dehors du système solaire. On verra peut-être quelques exemples tout à l'heure. Et puis également, on a au niveau scientifique les sciences de la vie et de la matière en microgravité. Donc ça, c'est toutes les expérimentations qui sont faites à bord de la Station spatiale internationale aujourd'hui. Donc Thomas Pesquet, là, donc, vous voyez régulièrement à la télé, peut-être un peu trop à notre goût, mais bon, ça, il le fait bien. Hein, je pense qu'il fait bien son job là-dessus. Donc il participe quotidiennement à la mise en œuvre d'expérimentations de physique des solides, par exemple, ou d'études du comportement de la physiologie humaine dans le vide et dans l'espace et en absence de pesanteur en particulier. Alors ici vous avez une planche qui synthétise, je dirais, un certain nombre de missions. Alors certaines ont déjà été lancées depuis longtemps, donc je pense à la mission SO qui est tout en haut à gauche, qui est une mission d'étude du Soleil, qui a une durée de vie assez impressionnante, qui est toujours opérationnelle. Je pense qu'on a dû dépasser les 20 ans maintenant. J'ai pas vérifié, j'ai pas révisé avant de venir, mais je pense qu'on est probablement à plus de 20 ans. On a Vénus Express qui a été une mission réalisée dans un délai relativement court et avec un budget bien étudié, où on a recyclé des instruments qui avaient été mis au point pour d'autres manips, et donc on les a reconfigurés pour les installer sur une sonde qui est allée étudier l'atmosphère de Vénus. Bepi Colombo, ça c'est pas encore lancé, c'est une mission qui va aller étudier Mercure prochainement. Je ne vais pas tout lister. Hein. Dans l'actualité, vous avez actuellement la mission Cassini-Huygens. Alors Cassini-Huygens, c'est une grande mission de coopération entre la NASA et l'ESA, dans laquelle l'Europe a fourni un atterrisseur qui s'est posé il y a quelques années maintenant sur la surface de Titan. Titan, c'est une petite planète, ou une lune, on va dire, de la planète Saturne. Donc c'est une petite planète avec une atmosphère composée d'éthanol, de matériaux un peu bizarroïdes, de méthane je crois aussi, à l'état liquide hein, sur la surface, compte tenu des conditions de température et de pression. Donc Cassini, l'orbiteur lui-même, fonctionne toujours. Donc l'orbiteur, c'est celui qui est tout en haut. Là. En bas, vous avez l'atterrisseur qui s'est posé sur Titan, mais tout en haut, vous avez l'orbiteur qui est en train de voler entre les anneaux de Saturne. Donc on a des séquences vidéo qui commencent à arriver, là, avec des vues très très rapprochées des anneaux de Saturne. On a encore toujours tout un tas de choses à découvrir et à comprendre. Et normalement, d'ici la fin du mois, la sonde devrait plonger dans l'atmosphère de Saturne. Bon, Rosetta, vous en avez, je pense, largement entendu parler à la télé, donc je vais peut-être pas trop me sentir là-dessus. Donc c'était quand même une opération. On n'attendait pas un tel succès médiatique, en fait. Puis on a vu que finalement tout le monde se passionnait par l'aventure du petit robot qu'on avait perdu, puis qu'on a retrouvé. Mais bon... Voilà. Mais au niveau scientifique, en tout cas, on a été assez surpris également par les images qui ont été ramenées par cette comète, au niveau de la rugosité de la comète elle-même, et puis finalement de la compréhension qu'on a pu en obtenir aussi sur la présence d'eau et la composition de ces noyaux cométaires.
Alors pourquoi est-ce qu'on va dans l'espace pour l'astrophysique en particulier? Donc, je vous ai mis un spectre électromagnétique pour vous rappeler quelques évidences en fait. C'est intéressant de sortir de sortir de l'atmosphère terrestre tout simplement parce qu'il y a des longueurs d'onde qu'on n'arrive pas à observer au sol. Vous prenez en particulier le domaine qui va de la gauche vers la droite. On démarre avec les rayons qu'on appelle les rayons gamma. Ce sont des rayons très énergétiques qui correspondent à des phénomènes très énergétiques dans l'univers. Typiquement formation de trous noirs. Et donc, pour observer ces rayonnements, on a tout intérêt à sortir de l'atmosphère terrestre, sinon, depuis le sol, on ne pourrait pratiquement rien mesurer. C'est également intéressant de sortir de l'atmosphère terrestre pour observer les rayonnements X, pour étudier plus précisément les pulsars, les quasars. Donc on a la mission XMM Newton, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui a été envoyée dans l'espace il y a maintenant pas mal d'années, qui a permis d'observer un trou noir au centre de notre galaxie. Donc ce qu'on voit, c'est pas le trou noir lui-même, mais c'est le rayonnement X qui est généré par la matière qui est accrétée et qui est absorbée par ce trou noir. Donc c'est quand même des phénomènes extrêmement énergétiques, donc on n'arrive pas vraiment à mesurer l'échelle au niveau de la Terre, parce qu'on n'est pas confronté à ce type d'énergie. Voilà. Après, on a également le rayonnement UV émis par les étoiles chaudes, qu'on ne peut pas observer aussi facilement depuis le sol. Donc là, je vais donner quelques noms de missions qui font des observations spécifiquement dans ces domaines-là. Vous voyez au milieu de... Ici, vous voyez simplement le domaine accessible à l'œil humain, donc le domaine du visible, qui va du violet ou de l'ultraviolet vers le rouge. Donc la couleur froide, c'est le rouge, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser. Les couleurs chaudes, c'est le bleu ou le violet. Et puis, donc, vous voyez à droite, une fois qu'on est sorti du domaine du visible, on va passer dans ce qu'on appelle le domaine de l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, c'est une émission qu'on ne voit pas à l'œil nu. L'œil humain n'est pas sensible à l'infrarouge. Par contre, on peut développer des détecteurs qui vont, eux, être sensibles à ces rayonnements, et donc on va pouvoir former des images dans l'infrarouge. Ensuite, vous avez le domaine des micro-ondes. Donc on va utiliser pour observer plutôt les objets froids. Et donc on va utiliser préférentiellement ces longueurs d'onde-là pour observer des étoiles en formation ou en fin de vie, et puis également pour observer ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, donc le milieu interstellaire à très basse température. Voilà, donc après on a fait en dessous, vous voyez un zoom sur le domaine du visible pour vous montrer les longueurs d'onde. Là, on parle de longueurs d'onde qui sont 400 nanomètres dans le domaine de l'ultraviolet, jusqu'à 700 nanomètres dans l'infrarouge, le proche infrarouge. Donc là, vous avez également une représentation de tous les observatoires. Donc là, ici, ce sont plutôt des missions d'astrophysique qui permettent de mesurer, donc pour Planck, en haut à gauche, pour Planck, eh bien, les mesures sont faites dans le domaine micro-ondes, à plusieurs dizaines de gigahertz. Herschel, donc ça c'est un observatoire submillimétrique. Donc c'est un observatoire qui a été lancé maintenant il y a pas mal d'années, qui maintenant ne fonctionne plus d'ailleurs, qui a permis d'observer le domaine de fréquence entre 300 gigas et 1,5 THz. Donc on est dans des gammes de fréquences qui sont assez inhabituelles pour les gens qui ont l'habitude des fréquences en micro-ondes. Là, on est sur des fréquences très élevées. Et c'était un instrument qui fonctionnait à 4 degrés K. Donc c'était refroidi à l'hélium, et un gros bidon d'hélium en fait qui permettait de refroidir l'ensemble de la chaîne de réception. Donc une fois que l'hélium a été épuisé, eh bien, la mission était terminée, disons. Là-dedans, vous retrouvez aussi, alors bon, dans l'infrarouge, on a la manip Euclide, sur laquelle je vais revenir. Et puis, après, quand on va dans le visible, on a la mission Hubble. Vous voyez le HST, donc Hubble Space Telescope, qui a permis de faire des images que vous avez certainement déjà tous vues sur les médias, des images assez remarquables de galaxies ou de nuages interstellaires.
Voilà. Et puis, donc à droite, observation des rayonnements X avec XMM, et puis rayonnement gamma avec intégral. Vous voyez qu'on a déjà, je dirais, avec tous ces observatoires, quelque chose de très riche, dédié uniquement à l'astrophysique. Donc ici, c'est quelque chose d'assez exhaustif sur l'ensemble des programmes en exploitation avec une implication du CNES, donc une implication française sur toutes ces missions. Donc on a cité tout à l'heure Rosetta Philae, c'est maintenant terminé, mais c'était, je dirais, un peu au cœur des activités en 2004. Et ensuite, là-dedans, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes ces missions sont actuellement en exploitation. Certaines sont terminées. Ce qui est intéressant, c'est plutôt celles qui sont en développement. Donc ici, vous avez en préparation et en développement, alors ExoMars 2016, ça c'est terminé, c'est passé. Ça s'est pas très bien passé d'ailleurs, puisque vous avez peut-être vu dans les médias que la sonde s'était écrasée sur la surface martienne suite à des problèmes de calcul à bord, de l'altitude et de l'attitude aussi de la sonde. Donc ça, pas une expérience très glorieuse au niveau européen. C'est pour ça que depuis longtemps, côté français, on coopère aussi avec la NASA en direct, ce qui permet d'avoir, je dirais, de travailler sur deux tableaux en même temps, quoi. Je vous montrerai un exemple de coopération avec la NASA par la suite. Là-dedans, ce qui est intéressant également de voir, c'est que dans les événements prochains, on a le JWST, donc le James Webb Space Telescope, qui est un satellite américain, mais réalisé quand même dans un cadre international, puisqu'on a des activités qui sont confiées à l'agence canadienne, et puis l'Europe finance le lancement de ce satellite énorme. Et puis l'Europe finance également deux instruments qui sont placés derrière le télescope de cette mission. En 2020, eh bien, on aura la mission Euclide, et puis également le lancement d'ExoMars 2020. Donc ça, c'est la deuxième sonde européenne. Et la France participe également à une mission américaine qui s'appelle Mars 2020, Mars 2020, avec un instrument qui est SuperCam. En 2022, il y aura la mission JUICE qui va aller explorer Jupiter et ses planètes. Donc là, l'idée, ça va être de se balader sur l'ensemble des planètes de Jupiter, de manière à cartographier, identifier le fonctionnement de ces planètes. Donc ça, c'est pas quelque chose de facile. Bon, les Américains ont fait la mission Galileo, pardon, qui a mené également ce type d'activité. Là, on renouvelle les équipements, les instruments qui vont être embarqués sur cette sonde, et on le fait uniquement au niveau européen. Donc on essaie également de montrer ce qu'on sait faire au niveau européen. Bon, là, ici, je vais passer très vite sur quelques planches qui vous citent les missions. Alors, celle-là, c'est la mission SVOM que l'on développe avec la Chine. Donc là, l'idée sur cette mission, c'est une mission qui vise à détecter des sursauts gamma dans l'univers. Donc en fait, l'idée c'est d'être capable de détecter très rapidement des sursauts gamma et ensuite de communiquer des informations au sol de manière à braquer d'autres moyens d'observation au sol pour observer le même événement dans d'autres longueurs d'onde. Donc c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, c'est une espèce d'éclaireur qui permet de détecter en avant-première des sursauts gamma et qui va aider à configurer des équipements et des observatoires sol pour poursuivre l'exploration et la mesure de ces sursauts gamma. Voilà, donc là la mission, le satellite et la plateforme sont sous responsabilité chinoise et les instruments et le segment au sol sont partagés entre la Chine et la France. Nous, là-dedans, on assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de la contribution française, c'est-à-dire là, principalement les instruments et le segment sol. Voilà. Donc, lancement prévu fin 2021.
Donc là-dessus, bon, on a eu un peu de mal à se mettre d'accord avec les Chinois sur comment on allait avancer là-dessus, ça prend du temps. C'est des partenaires, une culture différente, donc c'est quand même intéressant d'apprendre à travailler avec des gens qui ont une culture différente, parce que là, côté chinois, ça avance super vite. Enfin, c'est-à-dire que globalement, là, depuis 10 ans, ben, ils refont toutes les missions qu'on a pu faire au niveau européen ou les missions faites par les Américains, et ils progressent à une vitesse colossale. C'est beaucoup par copier-coller, mais quand même, ils sont assez impressionnants. Athéna, ça c'est une mission qui est une mission d'assez grande envergure, une mission autour de plus d'1 milliard d'euros, une mission européenne, destinée à observer le rayonnement X avec une sensibilité largement améliorée par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et là, il y a derrière un télescope X qui est très long, vous voyez la partie du télescope qui est située en avant. On a 2 instruments qui vont permettre de faire de l'imagerie et de la spectrométrie, donc de classer finalement les photons en fonction de leur énergie de manière très précise. Alors c'est un instrument qui est très compliqué, il y a beaucoup de refroidissement. Les détecteurs fonctionnent à une température qui est autour de 20 millikelvin, 20-30 millikelvin. Donc c'est pratiquement au zéro absolu. Donc il faut plusieurs machines cryo pour refroidir le plan focal jusqu'à cette température-là. Bon, donc je ne rentre pas trop dans le détail, c'est vraiment des technologies très exotiques, et pour lesquelles, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut que ça marche, après avoir subi tout le cycle du lancement, les vibrations, les gradients de température une fois que c'est en orbite. Voilà, le lancement est prévu en 2028, donc ça fait loin encore. Donc Gaïa, ça a été lancé maintenant il y a quelques années déjà. Ça a été lancé en 2013 par Soyouz. Et là, c'est un projet qui est destiné à cartographier l'ensemble des étoiles de notre galaxie. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fin une espèce de cartographie 3D super précise de l'ensemble des étoiles de la galaxie. Donc ça nous amène à traiter des quantités de données phénoménales. On parle d'analyser jusqu'à 1 pétaoctet de données, 1 million de gigaoctets si vous voulez. Et là-dedans, notre contribution côté CNES, là, elle est plutôt sur le segment sol. Donc là, le défi, il était effectivement de niveau instrumental, parce que on ne le voit pas trop là, parce que c'est caché derrière les protections thermiques. Mais on a 2 grands télescopes qui font 1,50 m de diamètre, des miroirs d'1,50 m de diamètre, et donc qui vont permettre de faire de l'imagerie un peu stéréo, en quelque sorte, de l'ensemble des étoiles de la galaxie. Et après, au niveau sol, il y a une architecture de traitement de données qui est assez originale, qui fait appel à des gros calculateurs. Et je pense que là-dessus, on a pris un pas d'avance au niveau européen, ce qui nous met en bonne situation pour tous les autres programmes d'astrophysique qui vont suivre. Alors, maintenant j'en arrive à Euclide, donc qui est une mission qui est en préparation, qui va être lancée normalement au premier semestre 2020, si tout va bien. Bon, jamais à l'abri qu'il y ait des retards sur certains équipements. L'idée d'Euclide, c'est d'essayer de cartographier plusieurs centaines de millions de galaxies sur une grande partie du ciel. Donc ça va être un instrument qui est un télescope relativement imposant, puisque le diamètre du télescope, le miroir principal, fait 1,20 m de diamètre. Là, ce que vous voyez sur la gauche de l'image, c'est le radiateur. En fait, c'est un radiateur thermique qui va permettre d'évacuer tous les watts générés par la partie basse. Toute l'électronique du satellite dissipe de l'énergie, et on va rayonner l'ensemble de ces watts vers l'espace froid. Donc, ce qui permet d'avoir un fonctionnement optimal de la chaîne de mesure. Voilà, donc ça, l'idée, c'est donc de faire une cartographie très précise de centaines de millions de galaxies. Et l'idée, ça va être de regarder comment ces galaxies sont déformées sous l'effet de la matière noire. Donc ça, c'est lié à des effets qu'on appelle les effets de lentilles gravitationnelles, qui sont générés par la présence de matière entre la galaxie que l'on observe et puis le télescope lui-même. Je vais y revenir après. Donc c'est un projet du programme Cosmic Vision 2015, et la France là-dedans a été à l'origine du projet, d'une part au niveau scientifique, avec le CNRS et le CEA en particulier,
Et on a un consortium de laboratoires et d'instituts européens qui fournissent les instruments et le système de traitement de données. Au niveau de l'organisation et la coordination des activités, c'est extrêmement compliqué. Vous avez des morceaux de l'instrument qui sont faits aux quatre coins de l'Europe, et donc il faut que tout ça soit développé de manière cohérente pour qu'à la fin ça puisse être adapté sur le satellite et que ça puisse fonctionner surtout. Voilà. Alors je reviens un tout petit peu sur ce qu'on va mesurer. Donc là, je vous un petit schéma simplement pour essayer de vous expliquer ce que c'est que les effets de lentilles gravitationnelles. Vous avez une galaxie en haut à gauche, donc qui est la source de la lumière que vous allez observer. Votre point d'observation est ici, hein, vous êtes l'observateur, il est ici près de la Terre. Vous êtes en général au point de Lagrange, qui est le point que j'ai évoqué au tout début, qui est une position très intéressante pour ce genre d'observation. Et entre la source de lumière et l'observateur, vous avez des galaxies, des groupements de galaxies, et puis vous avez autour de ces groupements de galaxies de la matière noire, dont on ne sait pas ce que c'est, qu'on explique de manière indirecte par des phénomènes d'accélération, d'expansion de l'univers. Donc là, l'idée, ça va être de faire de la métrologie précise de la présence de cette matière noire et de la manière dont elle est structurée dans l'espace. Donc ce qu'on veut faire, c'est être capable de regarder comment la présence de cette matière noire va venir déformer la forme des galaxies elles-mêmes. Alors j'ai quelques schémas, enfin je ne vais pas essayer de vous expliquer comment ça marche en détail parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Mais l'idée c'est... Alors attendez, hop, trop vite. Voilà. Donc ici on a représenté une grille régulière qui est distordue par un effet de lentille qui est placé entre la grille elle-même et puis le point d'observation. Et donc voilà ce qui se passe un petit peu dans l'univers, c'est que la présence de matière crée ce genre de distorsion. Et donc en mesurant ces distorsions sur des galaxies dont on connaît a priori la forme, au moins de manière statistique, eh bien on va pouvoir remonter à la présence de cette matière noire. Donc là ici vous avez des lentilles gravitationnelles fortes, donc ce qu'on appelle le strong lensing. Et donc là, c'est lié en général à la présence d'une grosse quantité de matière entre le point d'observation qui est là-bas et puis la galaxie elle-même. Ici, vous avez un exemple aussi de weak lensing. Donc là, c'est les effets de lentilles gravitationnelles faibles, où on voit qu'entre la source de lumière et dans le sens de la source de lumière et puis l'observateur, vous avez des halos de matière qui sont un milieu plutôt diffus en l'occurrence. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on observe dans le visible une galaxie, s'il n'y avait pas de distorsion, on aurait l'image de gauche. Avec la distorsion, eh bien, la galaxie va être déformée. Alors si maintenant on est capable de mesurer de manière systématique les distorsions sur l'ensemble des galaxies qui sont autour de nous, eh bien on espère pouvoir remonter à la structuration de la matière noire dans l'univers. Alors, il faut en plus être capable de mesurer la distance. Donc il y a d'autres moyens d'observation à bord du satellite qui vont nous permettre également d'accéder à la distance de cette quantité de matière noire. Donc ça, c'est des instruments qu'on appelle des spectromètres et des photomètres. Voilà. Et voilà, donc à la fin, c'est ça, on espère obtenir ça. On espère avoir quelque chose là qui est en 3 dimensions et où on a répertorié en fait des quantités de matière noire dans l'univers, donc en distance et en azimut autour du satellite. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, le télescope Euclide, il est matérialisé à gauche, donc télescope d'1,20 m, avec un champ de vue relativement étroit, un miroir qui est réalisé en carbure de silicium, c'est ultra stable, c'est relativement léger finalement. Ça fonctionne à moins 150 degrés Kelvin, donc c'est plutôt moins 150 degrés C, pardon, c'est plutôt froid.
Et puis derrière le télescope, en fait, on va avoir plusieurs instruments qui sont... alors c'est un petit peu compliqué, c'est une vue en 3D là, qui n'est pas forcément très compréhensible pour vous, sur lesquels on va avoir une caméra visible qui va nous permettre de voir les distorsions que l'on observe sur les galaxies. Et puis en bas à droite, vous avez un spectrophotomètre infrarouge qui lui va nous permettre d'accéder en fait à la distance des galaxies, puisqu'on va mesurer des redshifts, et puis on va voir aussi la forme précise du spectre émis par ces galaxies. Voilà. Donc ces deux instruments sont réalisés dans le cadre de consortiums européens. Donc c'est des développements quand même assez sophistiqués, assez compliqués. Là vous avez quelques vues d'objets qui ont été réalisés dès à présent. C'est un peu la photo. Donc quelques chiffres quand même intéressants là-dessus. En fait, au niveau de l'instrument visible, on a des grands plans focaux où on va se retrouver avec 36 matrices, 4000 par 4000 points. Donc ça va être pour imager l'ensemble des galaxies. Donc vous voyez que pour observer les distorsions des galaxies, il faut quand même suffisamment de points pour décrire correctement la forme de la galaxie. Donc ça nécessite quand même effectivement beaucoup de pixels et la très haute résolution. Bon, je ne rentre pas dans les autres équipements. Ça c'était pour la partie instrument visible. L'instrument, ce qu'on appelle le NISP, hein, qui est un spectrophotomètre infrarouge. Alors lui, il est encore plus compliqué, parce qu'on a des lentilles optiques qui fonctionnent dans l'infrarouge, qui laissent passer l'infrarouge, et puis on a également des roues à filtre qui vont permettre de sélectionner différentes bandes spectrales, et on a ce qu'on appelle des roues à grisme. Alors les grismes, c'est des réseaux de diffraction qui fonctionnent en transmission, et que l'on va faire tourner au fur et à mesure où on fait un survey de l'ensemble du ciel. En gros, on fait des pauses de plusieurs centaines de secondes pour observer une galaxie. On l'observe pendant une centaine de secondes, ensuite on décale un tout petit peu le champ de vue du satellite, et on refait une observation, on change les bandes de fréquence, donc on fait tourner ces roues, qui sont il y a des cryomécanismes qui entraînent les roues. Ça fonctionne à, je crois, 150 Kelvin, donc ça fonctionne à froid. Et même chose pour la roue à grisme, donc on fait également tourner la roue à grisme. Voilà. Et le plan focal de cet instrument, c'est 16 matrices de 2000 par 2000. C'est un composant qu'on est obligé d'acheter aux États-Unis, on ne sait pas le faire. On ne s'est pas donné les moyens de le faire au niveau européen. Donc aujourd'hui, on est obligé d'aller le chercher aux États-Unis. C'est un peu le même détecteur que celui qui est installé aussi sur le James Webb Space Telescope. Voilà, donc ça c'était pour la détection de la matière noire. Quelques mots sur la détection d'exoplanètes. C'est un sujet qui est très à la mode actuellement. Vous en entendez régulièrement parler, je pense, si vous suivez les fils d'actualité sur l'astrophysique. Alors je reviens un petit peu dans le passé. En fait, en 2006, on a lancé un satellite qui s'appelait COROT, que vous voyez à droite. C'est un satellite qui devait faire autour de 700 kg. Je sais plus, ouais, 630 kg, 4 mètres de haut, avec un télescope dont le miroir principal fait 27 cm de diamètre, donc c'est pas un énorme télescope. Par contre, on a une focale d'1,20 m, donc on voit quand même, donc c'est un satellite assez haut ici. Et donc l'idée de cette mission COROT, c'était au départ d'étudier la sismique des étoiles. Donc c'était de regarder les fluctuations de lumière des étoiles. Après, il y avait comme objectif secondaire, c'était éventuellement de voir passer des planètes devant les étoiles. Et donc le fait qu'une planète vienne passer devant l'étoile, ça crée une espèce d'occultation, et donc on va voir une baisse de lumière apparaître. Alors pour être capable de mettre ça en évidence, il faut être en mesure de rester pointé sur une étoile pendant relativement longtemps. Puis il faut avoir la chance que la planète passe dans ce sens-là et pas dans un sens différent, quoi. Donc ça nécessite une très grande précision, une très grande stabilité de pointage. Donc il y a tout un système d'asservissement qui permet de maintenir l'axe optique du télescope pointé sur l'étoile pendant longtemps. Bon, il faut aussi avoir une régulation thermique très fine du plan focal pour éviter qu'il y ait du bruit, puis pour éviter tout problème de perturbation.
Donc là, c'était la mission principale que j'ai évoquée, hein, sismologie stellaire, mesure de variation très fine de luminosité qui renseigne sur les oscillations de l'étoile et qui permettent de remonter à des paramètres de physique interne, ça permet de valider des modèles de fonctionnement des étoiles. Bon, ça je ne vais pas trop me pesantir là-dessus. Donc, par contre, pour la détection des exoplanètes, ce qui a été intéressant, c'était de voir que finalement, lorsqu'une planète, comme on le voit sur la figure de gauche, passe devant l'étoile, on a une baisse de la lumière qui est très sensible, et donc qui va nous permettre de remonter en fait à la période de rotation de l'étoile autour la période de rotation de la planète autour de son étoile, et puis on va également pouvoir remonter à une approximation du diamètre de la planète elle-même. Donc ça donne des indications sur la période de rotation et la taille de la planète. C'est pas très précis quand même. Alors avec cette technique, on a commencé à détecter, il y a quelques années maintenant, pas mal d'exoplanètes. Donc COROT a été dans les précurseurs, en fait, dans les systèmes satellitaires lancés. On a été parmi les premiers à détecter des exoplanètes. Puis après, il y a eu d'autres satellites lancés par les Américains qui en ont détecté encore plus. C'était Kepler, en particulier. Et au niveau européen, on est en train de préparer une mission qui s'appelle Plateau, qui devrait permettre de détecter des planètes plus petites, et puis de faire une détection encore plus systématique des exoplanètes en rotation autour de leur étoile. L'idée avec Plateau, c'est d'avoir jusqu'à 34 télescopes sur la même plateforme, donc c'est des petits télescopes qui vont permettre d'avoir un champ de vue important et donc de sonder assez rapidement l'espace et détecter de manière un peu systématique des planètes en rotation autour de leur étoile. Voilà. Donc ça, c'est pas encore lancé. Lancement en 2025. La participation française là-dessus a été revue à la baisse. À un moment, il a fallu faire des priorités. On est passé sur d'autres choses. Donc là, c'est plutôt des contributions allemandes qui seront mises en avant sur cette mission-là. Mais on a été précurseur. Bon. Là, ici, vous avez d'autres systèmes qui ont permis ou qui vont permettre de détecter encore beaucoup de planètes semblables, on l'espère, à la nôtre. Donc vous avez Kepler, TESS, COROT, qui a été lancé, KEOPS, qui est une mission avec une forte participation suisse qui devrait être lancée prochainement. Plateau, dont je vais parler juste à l'instant. Puis Kepler, c'est le satellite qui est en bas, ici à gauche. Donc ça, c'est un satellite américain qui a permis quand même de faire pas mal d'avancées, beaucoup de détections d'exoplanètes en quelques années. Alors récemment, dans la presse, on a annoncé la détection d'un système comme celui du haut, TRAPPIST 1, donc composé de plusieurs planètes. Donc vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes. 7 planètes dans le cadre de TRAPPIST, avec, donc si on essaie de faire une extrapolation, vous voyez, ça rentre dans un truc tout petit, hein, parce que là, ici, vous avez le système solaire en bas. Et donc là, il faut zoomer 25 fois dans le petit disque central pour décrire le système TRAPPIST. Donc en fait, TRAPPIST, c'est une étoile très, très faible, une naine rouge probablement, et autour de cette naine rouge, des planètes plutôt grosses en fait, relativement à la taille de l'étoile. Alors c'est vrai que du coup, plus l'étoile que vous observez est faible, plus vous avez des chances d'observer des planètes qui tournent autour. Enfin, c'est plus facile de détecter des planètes de taille modeste, hein, avec une étoile relativement faible. Si vous avez une étoile très brillante, en général, les fluctuations de lumière sont très très faibles, et donc c'est moins propice à la détection d'exoplanètes. Voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de dire, bon, tout ça c'est très bien, on détecte qu'il y a beaucoup d'exoplanètes, on commence à avoir une idée de leur taille, de la distance des planètes à leur étoile. Maintenant, quelle est la composition de ces planètes? Est-ce que c'est des planètes qui sont semblables aux nôtres, ou est-ce qu'il y a des mécanismes différents? Je dirais qu'on a encore tout à apprendre. Hein. Alors l'idée suivante, hein, donc ça va être effectivement d'essayer de comprendre de quoi sont constituées ces exoplanètes. Pourquoi sont-elles si étranges? Comment se sont-elles formées?
comment est-ce qu'elles évoluent, est-ce qu'il y a une météo, à quoi ça ressemble, alors, sont-elles habitables? Voilà. Il faut quand même savoir que toutes ces planètes sont plutôt éloignées, hein, plusieurs dizaines d'années-lumière de la Terre, donc très peu de chances d'y aller un jour, enfin en tout cas pas tout de suite. Bon, mais en tout cas c'est plus, je dirais, une recherche, enfin c'est un peu un enjeu philosophique, c'est de comprendre un petit peu si on est seul dans l'univers ou s'il existe des planètes dans lesquelles il pourrait y avoir une forme de vie semblable à la nôtre. Donc avant de répondre à cette question, je pense qu'il y aura encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Donc pour répondre à ces questions, il faut continuer à observer. Alors pour l'instant, on est dans la phase de détection des planètes. On essaie de comprendre les systèmes, combien de planètes autour d'une étoile, quelle taille de planète. Et l'étape d'après, ça va être d'essayer de caractériser l'atmosphère de ces planètes. Alors pour ça, on compte sur des configurations de mesures particulières dans lesquelles on va utiliser la lumière de l'étoile qui, en haut de la figure, passe dans l'atmosphère de l'étoile. Donc, ce faisant, une partie de la lumière de l'étoile est absorbée par l'atmosphère de la planète. Donc, dans la figure du milieu, on voit qu'il n'y a pas d'effet, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère dans ce cas-là, donc que de la surface. Et donc, en observant le spectre de la lumière de l'étoile, on va pouvoir remonter à la composition de l'atmosphère des planètes en question. C'est des choses qu'on commence à faire depuis le sol, sur certains types de planètes. Et donc on prépare actuellement des propositions sur une mission qui s'appelle Ariel, qui est un télescope qui fonctionnerait dans l'infrarouge, qui devrait permettre de détecter des planètes qu'on appelle des planètes chaudes, donc qui sont à des températures physiques de plus de 600 Kelvin. Voilà. Donc c'est pas encore une mission qui a été sélectionnée, ça verra peut-être le jour d'ici une petite dizaine d'années. Il faudra surveiller, mais ça prend du temps. Le satellite pourrait ressembler à ça, avec, vous voyez, le satellite replié dans sa configuration sous la coiffe du lanceur. Donc ça fait appel à un télescope qui doit faire autour d'un mètre de diamètre, 1 mètre, 1 mètre 20. Il faut refroidir le plan focal pour être capable de détecter avec la sensibilité qui va bien. Il faut refroidir le plan focal à 80 degrés K. Et je pense que les longueurs de coupure, on va être capable d'observer l'infrarouge et le proche infrarouge jusqu'à 3 microns. Alors bon, ça je ne vais pas rentrer dans le détail de cette figure qui est un petit peu compliquée, mais l'étape d'après, parce que là vous voyez qu'on utilisait dans la configuration Ariel, on regarde le spectre de l'étoile dans la partie du rayonnement qui traverse l'atmosphère. Déjà, ça c'est pas si simple que ça d'attraper effectivement le rayonnement qui sort de l'atmosphère. Après l'idée c'est d'essayer d'éteindre la lumière de l'étoile. Et donc pour éteindre la lumière d'un objet très brillant, eh bien, il va falloir utiliser des dispositifs. Alors ici, c'est un principe de fonctionnement d'un imageur coronographique dans lequel on va réussir à occulter la lumière de l'étoile. Alors il y a plein de techniques, toutes plus complexes les unes que les autres. Ça a été mis au point il y a longtemps en fait, par un Français qui s'appelait Lyot, L-Y-O-T, ici. Et donc aujourd'hui, c'est une technique qui est assez efficace, qui continue à progresser. Toute la difficulté, c'est d'être très précis dans la modélisation de tous les défauts de la chaîne de mesure optique et de manière à effectivement bien occulter la totalité de la lumière de l'étoile. Parce qu'en gros, le défi qu'il faut relever ici, c'est par analogie, hein, c'est d'être capable d'observer un ver luisant au pied d'un phare à Brest depuis Marseille. Enfin bon, j'exagère à peine. Vous voyez un peu, donc vous êtes à plus d'1 millier de kilomètres d'un phare. En fait, généralement, vous voyez que le phare, quoi. Donc il faut réussir à éteindre la lumière du phare par un dispositif optique pour être capable de voir le ver luisant et, si possible, de voir la tête du ver luisant. Ouais, donc là, ça nous met un certain nombre de défis devant nous.
les astrophysiciens sont assez actifs dans ce domaine pour essayer de faire progresser ces systèmes de coronographie. On imagine aussi des dispositifs interférométrie annulante, enfin, donc des systèmes répartis avec plusieurs satellites, dans lesquels on va recombiner la lumière captée par plusieurs télescopes en essayant d'annuler la lumière émise par l'étoile centrale pour mieux voir la planète à côté. Alors pour réussir à faire ça correctement, c'est vraiment beaucoup de métrologie assez subtile. Et donc il y a quelques développements en Europe et puis pas mal d'activités aux États-Unis, comme d'habitude. Voilà, donc je quitte un peu le domaine de l'astro pour vous montrer des images de la surface martienne. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous avez entendu parler. Donc en fait, en 2012, le rover que vous voyez à droite s'est posé sur la surface martienne. Je résiste pas à l'idée de vous montrer la petite vidéo. Voilà, donc là, la sonde est partie. Et donc, à l'extrémité supérieure de la sonde, vous avez le module qui va se poser, donc le rover qui va se poser sur la surface martienne. Donc là, on est toujours dans la phase des voyages, la séparation. Donc, vous voyez aussi là au passage que lors de la séparation, vous avez un choc pyrotechnique qui peut créer des secousses dans la chaîne de mesure et dans les équipements. Ça, c'est le bruit des propulseurs qui permettent d'orienter la plateforme et puis de gérer la dynamique en fait, de la sonde à proximité de la surface martienne. La difficulté, c'est de rentrer avec la bonne incidence dans l'atmosphère martienne, parce qu'il va y avoir du frottement, vous allez voir. Donc il faut attaquer l'atmosphère avec le bon angle d'incidence, de manière à avoir du frottement, mais pas trop, sinon ça brûle et ça explose. Donc il faut avoir déjà une bonne connaissance de l'atmosphère martienne et sa densité en particulier. Alors, les Américains sont les seuls à savoir le faire aujourd'hui. Donc là, il y a un bouclier thermique qui protège l'avant de la sonde. Là, il y a des boulons pyrotechniques qui ont sauté, c'est beau. Voilà, donc un parachute qui va créer un premier freinage. Là, il y a le bouclier thermique qui est éjecté. Et ensuite, vous allez avoir... le rover est à l'intérieur, en fait. Voilà. Donc le rover est ralenti par des rétrofusées. Et ensuite, le rover va être posé avec une espèce de grue, vous allez voir. Ça, ce sont des images quasi réelles en fait, hein. C'est ce que vous voyez la sonde en temps réel. Voilà, donc là vous avez le dispositif de type grue qui va permettre au rover de se poser tranquillement sur la surface. Donc là le rover fait 2 tonnes 5 je crois, ou pas loin. On est quand même sur un rover de taille imposante. Puis ensuite, vous avez le dispositif qui va aller s'écraser un peu plus loin, en fait. Voilà, donc là, le rover s'est posé. Ensuite, on va pouvoir commencer le déploiement des mesures et des équipements sur place. Donc sur ce rover, en fait, la France a eu plusieurs contributions, puisqu'on a fourni le laser de puissance qui permet de mesurer à distance, enfin de générer à distance des plasmas, c'est-à-dire qu'on va éclairer des roches avec un laser,
Et en éclairant ces roches au laser, en fait, on va transformer la roche en une espèce de plasma. On mesure la lumière du plasma à distance, jusqu'à une dizaine de mètres. Et ça va permettre d'identifier la composition de la roche. Donc ça va permettre d'orienter les recherches par la suite, en fait. Voilà, donc ça, c'est la tête du laser se trouve en haut de ce mât. Donc là, on oriente une espèce de tourelle, hein, et on va pouvoir tirer au laser sur des roches jusqu'à 8 à 10 mètres. Bon, c'est un peu lent, c'est accéléré un peu. Bon, en fait, bon, je vais pas tout vous passer, hein, mais alors j'aimerais voir une séquence de tir. Voilà. En fait, vous avez à la fois un imageur à bord. Alors, en fait, tous les déplacements du rover sont définis depuis Toulouse. Puisque en fait, on a un instrument qui est assez stratégique sur le rover, puisque c'est lui qui permet de faire des mesures à distance, qui permet donc d'orienter les déplacements du rover en fonction de l'intérêt des zones et des roches. Voilà, bon, là vous voyez, on voit le... Là on tire au laser, et après donc il y a un instrument derrière le télescope qui permet de mesurer le spectre. Et donc vous voyez un deuxième bras, je vais peut-être couper le son un peu là. Donc vous avez un deuxième bras qui va permettre de faire des prélèvements sur place. Donc on va toucher la roche, on va faire des prélèvements de roche, ce qui va nous permettre d'identifier, de faire de la géologie finalement. Voilà, donc ça a été lancé, et ça fonctionne toujours d'ailleurs. Donc je vais peut-être pas aller jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va pas en finir sinon. Voilà, et donc on obtient, par analyse du plasma, on obtient ce type de spectre. Alors c'est pas très, c'est un produit un petit peu compliqué, hein, mais donc ça nous permet de remonter à l'identification de certaines roches. Donc on va couvrir l'ultraviolet jusqu'au visible et au proche infrarouge, et on voit apparaître des raies qui correspondent à la présence de sodium ou à la présence de silicium, de lithium, etc. Donc voilà, à partir de l'analyse de ces spectres, on peut remonter à la composition, on fait de la géologie assez fine finalement à distance. Voilà. Donc c'est un véritable laboratoire chimique hein, qui est embarqué sur cette sonde. Alors la prochaine aventure martienne avec les Américains, c'est la mission InSight qui devrait être lancée en 2018. Elle aurait dû être lancée en 2016, mais la France n'a pas été à l'heure. On a eu des soucis dans le développement d'un sismomètre, qui est un équipement très sensible qui va permettre de mesurer les tremblements de terre martiens. Donc de mesurer les vibrations, s'il y en a, parce qu'on ne sait pas s'il y a une activité sismique sur Mars. Donc il fallait développer un capteur très sensible. Donc ça a été fait par l'IPGP et puis la société Sauderne en région parisienne. Et alors la difficulté qu'on a rencontrée, c'était de faire une sphère qui soit parfaitement étanche. Et là-dessus, on a rencontré des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas, quoi. Il faut de l'ultra-vide à l'intérieur de la sphère, puis il faut que tout ça résiste effectivement au lancement, aux vibrations, à tout l'environnement qui va être vu par l'équipement pendant toutes ces phases. Voilà, donc ça, a priori, on est reparti là pour un lancement 2018 et pour l'instant, tout se passe bien. Donc on espère qu'on sera à l'heure, au rendez-vous et fin prêt. Bon, Rosetta Philae, je ne vais pas vous remontrer tout ça, je pense que ce sont les vidéos, vous allez en trouver plein sur Internet. Donc ça c'était assez spectaculaire. Je voudrais peut-être vous dire, par rapport à ChemCam, donc en mars 2020, on va relancer une autre mission avec les Américains, avec un instrument qui ressemble un peu à celui que j'ai décrit tout à l'heure. Là, l'idée, ça va être de préparer sur la surface martienne des échantillons de roches géologiques
Donc on va essayer de mettre de côté des échantillons qu'on estime être intéressants, de manière à les ramener lors d'une mission suivante. L'idée c'est de faire ce qu'on appelle du caching, donc de préparer des échantillons, de les conditionner, pour ensuite être en mesure de les ramener lors d'un vol dans je ne sais pas combien d'années. Voilà. Donc là, dans cette coopération, côté français, on intervient un petit peu de la même façon, avec un instrument qui va être revisité, un peu amélioré. On pourra faire aussi ce qu'on appelle du DIBS Raman, donc on pourra faire l'analyse de roches non destructives. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un laser et on détruit un peu la roche en créant un plasma. Là, on va utiliser, je dirais, une technique un peu moins destructive, et donc ça va permettre de voir des choses un petit peu plus fines. L'instrument par contre est à peu près le même au niveau de la masse, de son enveloppe, de son volume également et de sa consommation, on a toujours les mêmes contraintes. Donc là le lancement est prévu pour juillet 2020, donc on est en plein développement actuellement, avec une forte activité autour du CNES et puis de l'IRAP. L'IRAP c'est le laboratoire toulousain qui est spécialisé sur ces sujets-là. Voilà, le rover en bas à gauche, et puis les équipements qui sont réalisés. Alors pour le laser, c'est fait par Thales Optronics en région parisienne, avec tout un reconditionnement qui est spécifique à un laser spatial. Donc il faut revoir complètement toute l'ingénierie autour de ce laser. Donc il faut mettre en place des systèmes spécifiques pour piéger tous les contaminants, faire en sorte que la cavité reste hyper stable pendant toute la durée de vie du laser. Il faut que ça puisse fonctionner pendant plusieurs années. On a équipé également le rover d'une micro-caméra 3D, donc avec un capteur CCD belge en l'occurrence, mais avec de l'électronique intégrée de manière très optimisée derrière. Et puis des équipements comme des spectromètres infrarouges en bas à droite. Et puis il y a Supaéro qui va monter un microphone, donc on aura le son en plus. On aura le son, et en particulier le son du vent martien, et aussi probablement le son des impacts des faisceaux laser sur la roche. Bon, ça c'est un peu plus expérimental, mais c'était à la fois scientifique et rigolo pour les étudiants. Bon. J'aimerais maintenant, je ne vais pas passer tout ça en revue, je voudrais arriver sur la planète Terre quand même. Revenons vers la Terre, en particulier parce qu'on est intéressé quand même pour protéger la Terre, mieux comprendre son fonctionnement ou ses dysfonctionnements. Donc en étudiant à la fois l'atmosphère, les océans et les surfaces continentales. Donc les satellites vigiles de la Terre, effectivement, les observations spatiales, quand on les combine aux observations in situ, donc les mesures au sol faites par des stations météo par exemple, ou des bouées dérivantes sur les océans, et quand on combine en fait ces observations spatiales in situ à des simulations numériques, ça permet de mieux comprendre, ça permet de mieux surveiller et ça permet de prévoir l'état de la planète pour s'adapter localement et globalement à un éventuel changement climatique. Donc pour donner quelques exemples, pour les missions qui étudient l'atmosphère et la météorologie et le climat, on a les missions qui sont listées ici, YASI, Mégatropique, Merlin et Microcarbe par exemple, donc qui sont des missions qui sont tournées vers la compréhension de l'atmosphère. Pour les océans, on a Jason 3, réalisé en coopération avec la NASA et également avec les participations européennes. Saral, ça c'est une mission d'observation des océans qui a été développée en coopération avec l'Inde, avec l'Agence spatiale indienne. Cephosat, c'est une mission en coopération avec la Chine. SWOT en coopération avec la NASA. Mais bon, je ne vais pas tout lister, hein, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on identifie un nombre de l'ordre de 150 satellites d'observation de la Terre qui est opérationnel. Bon, c'est entre 150 et 200, je pense qu'à 50 près, aujourd'hui, ça c'est compliqué de savoir.
Alors dans les programmes, je vais passer tout de suite à la planche programme en préparation et en développement actuellement. Donc on termine le développement de... Alors bon, Jason 3 ça a été lancé, Vénus ça va être lancé prochainement avec les Israéliens. Yazi 3, Metopsé ça va être lancé en 2018, c'est le 3e modèle de vol. Alors ça c'est quand même assez particulier, hein. Il faut bien voir que développer un satellite d'observation de la Terre, c'est en gros un cycle de développement d'une dizaine d'années. 2 à 3 ans pour étudier les objectifs de la mission, définir précisément les instruments qu'on va embarquer, et ensuite vous avez entre 4 ans en général pour développer effectivement les instruments et les intégrer sur le satellite. Donc c'est des cycles très longs. Là dans le cadre des missions de météorologie opérationnelle, donc satellite METOP, il y a eu les METOP A, B et C. Donc au moment où vous lancez la réalisation de tout ça, il faut prévoir que vous allez réaliser 3 modèles de vol. Et donc, vous vous lancez dans une aventure où vous savez que le 3e modèle, quand il va être lancé, il sera complètement obsolète et dépassé. Les équipements, vous les aurez plus forcément disponibles. Les composants électroniques, il n'y en a plus, vous les trouvez plus. Donc, il faut faire des stocks et maintenir tous les équipements de test pour être capable de remettre en route ces équipements au moment où vous allez les lancer. Voilà, parce que là, dans le cadre des méthodes A, B et C, on ne les a pas lancés en même temps. On les a lancés de manière à avoir un système qui dure le plus longtemps possible. Voilà, donc en 2018, CFOSAT, qui est une coopération avec la Chine. CFOSAT, c'est une mission qu'on avait définie en 1994. On n'avait pas trouvé de cadre pour la réaliser et la lancer. Pas suffisamment nouvelle au niveau scientifique, trop opérationnelle pour d'autres. Donc bon, on n'a pas réussi à la financer, et puis là finalement on a eu une opportunité de la réaliser avec les Chinois, qui nous amènent finalement la plateforme, et puis un autre instrument, et qui nous finance le lancement. Donc voilà, donc c'est FOSAT, qui est une mission d'étude de l'énergie transportée par les vagues. Donc si je vous dis que ça fournit des spectres directionnels des vagues, ça ne va pas beaucoup vous parler, mais en gros l'idée c'est ça, c'est de comprendre comment l'énergie est transportée par les vagues, la houle, mais aussi des vagues plus complexes. Donc ça a été imaginé par le LATMOS et puis les gens d'Ifremer à Brest. Donc c'est une mission qui est maintenant bien avancée, qui va, je pense, aller au bout. Voilà. Microcarm, ça a été décidé à la fin de l'année dernière, et puis confirmé, je dirais, en début d'année par Ségolène Royal. Microcarm, l'idée, c'est d'essayer de mesurer à l'échelle globale la concentration en CO2 dans l'atmosphère terrestre. Donc, il faut savoir que le CO2 dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui est éminemment variable en fonction des cycles des saisons, de la croissance de la végétation. Donc c'est assez compliqué d'identifier ce qui est d'origine humaine ou ce qui est d'origine naturelle. Et pour y parvenir, il faut faire des mesures de concentration du CO2 d'une extrême précision, et c'est ce qu'on essaie d'atteindre avec la mission Microcarm. Les Américains, les Japonais avant, plusieurs pays s'y essayent, et ont des difficultés à exploiter correctement les mesures. Donc c'est quand même pas quelque chose de totalement évident. Alors évidemment, les politiques ont tout de suite envie d'aller mesurer les concentrations de CO2 au niveau du sol, et de mesurer des flux de CO2 générés par les vilains pollueurs de la planète. Donc ça, évidemment, c'est pas encore pour tout de suite, même si lorsqu'on fait décider une mission comme ça, il y a toujours un peu une ambiguïté, quoi, hein. Mais il faut savoir que au niveau du spatial, il faudra peut-être 2 à 3 générations de satellites d'études du CO2 pour être capable, à un moment ou un autre, de redescendre au niveau du sol et de connaître et d'identifier précisément les générateurs de CO2 au niveau des villes ou des industries. Aujourd'hui, on voit des très gros signaux, des villes qui polluent beaucoup, on le voit depuis l'espace, mais ensuite être capable de dire quelle est la quantité de CO2 émis par un tel ou un tel, aujourd'hui c'est encore très, très incertain. Dans les grandes missions également en développement, en coopération avec la NASA, vous avez la mission SWOT, qui est dans un autre registre, a pour vocation de mesurer toutes les surfaces en eau. Et donc là, ça va être un imageur des hauteurs d'océans et un imageur des hauteurs de rivières. Donc SWOT a un double objectif, c'est cartographier la hauteur des océans, donc de faire une image 3D en fait des océans, donc pour y voir les tourbillons, la circulation océanique,
Et puis ça aura également comme vocation à mesurer les hauteurs des rivières et des grands plans d'eau. Donc ça va être quelque chose d'incontournable pour l'hydrologie, pour comprendre comment l'eau s'écoule dans les bassins versants et de remonter à des estimations de débit. Ça va être quand même quelque chose d'assez unique, en particulier pour tous les pays qui ne sont pas du tout équipés. Au niveau français, tous nos cours d'eau sont quand même plutôt pas mal entretenus et instrumentés. Il y a beaucoup de pays où il n'y a plus rien, il n'y a plus de mesures in situ, donc c'est plutôt en train de se dégrader. Et c'est pourtant stratégique pour beaucoup de pays que de connaître les ressources en eau et l'évolution de ces ressources. Voilà, donc ça c'est une mission assez difficile pour laquelle on ne saurait pas aujourd'hui se passer des capacités technologiques américaines. Donc là, on a réussi à faire une association gagnant-gagnant entre NASA et CNES pour cette mission SWOT. Voilà. Quelques mots sur les satellites Copernicus. Donc Copernicus, c'est le système dont je vous ai parlé au tout début, qui est financé par l'Union européenne et qui est constitué de... donc ici, on voit 6 sentinelles différentes. Donc sentinelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc avec les dates de lancement correspondantes, vous voyez que rapidement on va être submergé par tout un tas de satellites qui vont déverser des flots d'images très grosses, enfin très grosse capacité d'images. Sentinelle-1 c'est un radar imageur. Sentinelle-2 c'est un imageur optique multispectral qui est capable de fonctionner quasiment en permanence, donc il va ramasser des images dans une douzaine de bandes spectrales avec des résolutions autour de la dizaine de mètres. Donc c'est pas de la très haute résolution, par contre ça va faire des fauchés de l'ordre de 120 km, donc on va pouvoir couvrir systématiquement les terres émergées et puis repasser très fréquemment. Donc ça nous permettra tous les 3-4 jours, disons, de repasser sur les mêmes scènes. Sentinelle-3, ça va être plutôt destiné à la surveillance des océans. Bon, je ne vais pas tous vous les lister, parce qu'ils ont tous des domaines de spécialisation. Voilà ici l'exemple aussi impressionnant des programmes européens, donc Agence spatiale européenne, pour l'observation de la Terre. Donc vous avez à gauche toutes les missions destinées exclusivement à la météorologie, donc avec les satellites Météosat, on avez tous entendu parler, mais il y en a eu un grand nombre qui ont été lancés. On arrive on est dans les numéros 7, la Météo 6 et Météosat 7, et on est en train on a lancé les MSG 1 et 2. Donc, tout ça c'est des satellites géostationnaires. Et après vous avez en orbite basse, vous avez les satellites METOP A, B et C qui devraient être lancés prochainement. Voilà, donc vous voyez que pour la météo, on a également un système, enfin là c'est exclusivement pour la météo, on a un système qui est relativement riche. À droite, vous avez, à l'extrême droite ici, vous avez le système Copernicus, pour lequel finalement l'Agence spatiale européenne réalise les premiers modèles et l'Union européenne finance les modèles récurrents et l'exploitation. Donc là, il y a une complémentarité des budgets. L'Agence spatiale européenne, avec ses 22 pays représentants, finance les premiers modèles, les prototypes en quelque sorte, et l'Union européenne finance l'exploitation et le renouvellement des infrastructures. Là, vous voyez qu'on est dans ça devient compliqué, quoi. Voilà. Et puis au milieu, vous avez ce qu'on appelle les missions Earth Explorer, donc ce sont des missions plutôt scientifiques, des premières, c'est-à-dire l'observation de nouvelles grandeurs, de nouveaux principes de fonctionnement. Donc là-dedans, vous avez 2 missions qui font appel à des technologies assez originales, qui sont des lidars. Donc ADM Aeolus, ça va exploiter un lidar qui va fonctionner dans l'ultraviolet. L'idée, c'est de mesurer les vents et le profil vertical des vents. Aujourd'hui, depuis l'espace, les vents ne sont estimés que par le déplacement des masses nuageuses, ce qui n'est pas super précis, et qui ne donne pas accès à ce qui se passe sur le profil vertical. Donc là, avec ADM Aeolus, l'idée est de réussir à remonter à un profil vertical des vents dans l'atmosphère. Voilà. Et puis, on a eu SMOS dans le passé, donc, qui fonctionne toujours, qui était un radiomètre interférométrique qui fonctionnait à 1,4 GHz, donc en bondelle, qui lui était destiné à mesurer l'humidité des sols, donc l'humidité dans les premiers centimètres de sol.
et puis qui a permis également de faire des premières mesures de la salinité sur les océans depuis l'espace. Donc ça c'était voilà, une instrumentation un peu originale, donc c'est des premières missions, des prototypes de missions en quelque sorte, et quand ça fonctionne bien ensuite ça a plutôt vocation à aller soit à gauche dans les missions à vocation opérationnelle pour la météo, ou dans les missions à vocation disons environnementale à droite dans les missions Copernicus. Alors tout ça, ça fait beaucoup d'activités pour nos industriels, hein. Enfin, beaucoup de satellites, d'équipements réalisés, donc ça alimente quand même largement nos maîtres d'œuvre français qui sont bien servis là dans l'affaire, ainsi que tous les équipementiers qui travaillent avec eux. Voilà un autre exemple ici de toutes les missions. Là, c'est uniquement la partie des instruments optiques réalisés par l'Agence spatiale européenne. Bon, je ne vais pas la commenter dans le détail. Je voudrais quand même aller dire quelques mots de Pléiade. Bon, donc ça c'est le principe de la mesure altimétrique. Bon, moi j'ai travaillé là-dedans pendant plus de 10 ans, donc je ne peux pas ne pas y passer quelques minutes. Oui, donc le principe de la mesure altimétrique, il est représenté sur la figure de gauche. En gros, vous avez un satellite qui est à 1 millier de kilomètres, ou 1300 km, là, plus précisément au-dessus de la mer. Et ce qu'on essaie de mesurer, c'est la variation de hauteur des océans. Et donc pour faire ça, en fait, on va avoir besoin de mesurer avec un radar altimètre la distance entre le satellite et la surface de l'eau. Et puis, par ailleurs, on va déterminer la position du centre de gravité du satellite avec une précision centimétrique grâce à du GPS ou à du DORIS, donc avec des systèmes d'orbitographie précises qui ont été conçus pour ça au départ. Et donc, en faisant la soustraction de la hauteur mesurée par le radar altimètre et ce qu'on appelle le géoïde, la surface équipotentielle de pesanteur, on va pouvoir accéder finalement à la hauteur dynamique et donc à ce qu'on appelle la topographie dynamique. Et l'écart de la hauteur d'eau par rapport au géoïde, ça représente en fait les bourrelets d'eau, quelque part, qui vont s'écouler d'un endroit vers un autre. Donc en calculant les pentes de cette hauteur dynamique, on va remonter à la circulation de surface des océans. Donc, quand on mélange ces données d'altimétrie océanique avec des mesures in situ qui sont matérialisées ici à droite avec des bateaux, des sondes, des bouées dérivantes, des bouées plongeantes, eh bien, en confrontant ces mesures in situ aux données satellitaires, au travers de modèles hydrodynamiques, on est capable de faire de la prévision de l'état des océans à 15 jours. Donc aujourd'hui, on est même plus performant que pour la météorologie atmosphérique. C'est-à-dire qu'on est capable de prévoir la circulation, les hauteurs de vagues, avec une relativement bonne fiabilité, ce qui peut être utile pour les gens qui travaillent en mer ou le trafic des bateaux, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est devenu un service opérationnel. Ça a pris du temps, parce qu'on a lancé les premiers satellites dans les années 90, on va dire, pour Topex Poséidon, mais ça avait démarré avant un peu. Et donc il a fallu 2-3 générations de satellites avant d'arriver à des systèmes qui aujourd'hui sont capables de fournir des prévisions de circulation océanique et de prévision de l'état de la mer. Voilà, donc ça je vais vous passer. J'aimerais quand même dire un mot, voilà, je vais arriver à dire quelques mots des missions qu'on développe pour la défense. Donc ici vous avez une vue en image de synthèse du satellite Pléiade. Vous voyez l'entrée du télescope et puis les panneaux solaires en triangle derrière. Alors les missions qu'on développe pour la défense, ils sont rappelées à droite, hein, donc des missions de communication, des missions de recueil de renseignements d'origine image, donc ça c'est l'observation à haute résolution. Le recueil de renseignements d'origine électromagnétique, c'est ce qu'on appelle des missions d'écoute. C'est un peu moins, on fait moins de publicité dans ce deuxième thème. Et puis on a également la surveillance de l'espace, dont je ne parlerai pas trop par la suite. Alors. Donc ça c'est le programme en exploitation à gauche, donc avec la génération des satellites Helios, Pléiade, ELISA pour le ROEM, et puis Athéna Fidus, hein, c'est pour les télécommunications dédiées défense.
Les programmes en développement sont indiqués à droite, je ne vais pas non plus trop détailler. Je vais voilà, parler un petit peu de Pléiade. Donc Pléiade, c'est un système qui est dual en fait, qui a un double usage, civil et militaire. Il a une résolution spatiale de 70 cm, ce qui n'est pas aujourd'hui exceptionnel. Aujourd'hui, on commence à avoir des images à 30 cm de résolution, accessibles au grand public. Bon, là, il se trouve que pour tout un tas de raisons, on est à 70 cm. C'est un dispositif qui est très manœuvrable. Je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre ça. Et donc ça permet de satisfaire les besoins des différents utilisateurs. Alors, le premier Pléiade a été lancé en décembre 2011 et le suivant un an après, en décembre 2012. Et avec les deux satellites, ça permet d'être beaucoup plus efficace, de répondre à plus de demandes d'utilisateurs et donc de couvrir de manière plus efficace les zones ciblées. C'est un programme qui a été développé en coopération avec l'Autriche, Belgique, Espagne et Suède. Alors, très haute manœuvrabilité, vous allez voir finalement ce qu'est un programme d'acquisition d'images Pléiade. Donc, vous voyez un satellite qui bascule pour aller pointer sur une scène ici en Écosse, et puis faire une première image, une deuxième image qui est matérialisée en rouge sur la carte. Ensuite, vous dépointez le satellite. Donc là, vous avez un dispositif qui agit, qui va faire basculer le satellite assez rapidement. Et puis vous prenez une deuxième séquence avec 3 images également matérialisées en rouge au nord de l'Angleterre. Ici, vous êtes un peu en Cornouailles. Là. Et là, vous faites 2 images de la même scène. Vous avez fait 2 images de la même scène en jaune. Et on va faire une 3e image en jaune de la même scène. Donc on va avoir 3 images de la même zone géographique. Ce qui va permettre de faire de la 3D. En fait. On va faire de la stéréo, ce qui nous permet d'obtenir des modèles numériques de terrain. Alors on continue les acquisitions. Là, c'est un programme qui n'est pas très chargé, en fait, dans la vraie vie, quelque part. On est amené à faire des séquences d'acquisition beaucoup plus complexes encore que ça. Donc là, on fait ce qu'on appelle du mosaïquage, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une zone et un champ beaucoup plus étendu en prenant plusieurs images l'une à côté de l'autre. Là, on tourne le satellite pour faire un truc un petit peu rigolo, qui consiste à aller prendre une image un peu en biais. Donc ce qu'il faut voir là, c'est qu'en réalité, les images... donc le capteur, en fait, donc vous avez le télescope qui permet de collecter l'image, c'est un peu l'objectif de votre caméra, de votre appareil photo, et au plan focal, c'est pas une matrice, c'est une barrette, comme les photocopieurs. Donc vous imaginez un photocopieur, donc il faut essayer de faire défiler la scène sous la barrette du photocopieur. Là, en l'occurrence, on a 5 barrettes l'une à côté de l'autre pour couvrir 20 km de champ au sol, avec 70 cm de résolution. Donc ça fait des images importantes. Voilà, donc quand on dit un dispositif agile, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à un moment donné, vous avez des utilisateurs qui font des demandes de prise de vue. Donc il faut compiler toutes ces demandes de prise de vue avec des caractères d'urgence plus ou moins importantes. Il faut les ordonnancer, c'est-à-dire organiser au mieux le séquencement des prises de vue, et ensuite optimiser les trajectoires du satellite, c'est-à-dire faire en sorte que vous ayez des trajectoires optimales sans trop de débattements aléatoires. Et donc une fois que vous avez acquis les images à bord, ensuite il faut les redescendre, donc il faut vider la télémesure au-dessus de stations de réception. Donc au niveau du système et du fonctionnement, c'est quand même pas quelque chose de complètement évident. Et l'idée, c'est de redescendre l'image le plus vite possible vers l'utilisateur et de lui mettre à disposition une image qui aura été corrigée géométriquement, radiométriquement, de manière à ce que ce soit facilement exploitable. Voilà. Donc ça, c'est les systèmes militaires. Là, on a un système dual qui est utilisable aussi bien pour les applications civiles que militaires. Les systèmes militaires fonctionnent à peu près sur le même genre de principe, mais avec des entrées plus confidentielles. Bon,
Donc ça, je ne vais peut-être pas trop... Voilà, il y a quelques chiffres qui sont rappelés sur cette planche. L'altitude du satellite est autour de 700 km. On passe toujours au-dessus des mêmes points à 10h30. Donc on est en heure locale à 10h30. Et c'est une des caractéristiques de cette orbite héliosynchrone, c'est qu'on est toujours sur la même heure locale. Là aussi, vous avez un éclaté, un écorché en quelque sorte de l'instrument. Bon, je ne vais pas trop détailler. Peut-être vous montrer. Voilà, on voit un peu mieux là, l'instrument. Donc, je vous parlais tout à l'heure des barrettes de détecteurs. Donc, on voit une barrette ici, avec quelques caractéristiques. Donc on a une barrette qui est capable de couvrir une bande large, une voie qu'on appelle une voie panchromatique, et puis vous avez un autre jeu de barrettes qui permet de couvrir 4 bandes, vert, bleu, proche infrarouge et rouge. Donc ça va permettre ensuite, en mélangeant l'image panchromatique qui est noir et blanc en quelque sorte, avec les bandes qui sont moins résolues mais qui apportent l'information de couleur, on va pouvoir fabriquer des images colorées de qualité. Là, le télescope fait 65 cm de diamètre, et donc c'est un petit, enfin aujourd'hui c'est un petit miroir. Donc on vise à faire plutôt aujourd'hui, pour l'observation de la Terre, des miroirs qui seraient supérieurs à 1,50 m de diamètre, pour essayer d'aller vers du 30 cm de résolution, donc améliorer encore la résolution des images, et en particulier améliorer aussi la sensibilité dans les zones à l'ombre. Plus on augmente la résolution spatiale des images, plus on est sensible aux ombres, en particulier dans les zones urbaines. Prenez les rues entre deux pâtés de maison, souvent c'est un peu caché dans l'ombre, donc si on veut aller voir ce qu'il y a au fond de la rue, eh ben, il faut plus de surface pour collecter un flux de photons. Voilà, bien après dans la suite de nos activités, ça c'est des activités qui sont en cours. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est donc d'aller au-delà d'1,50 m de diamètre pour le télescope, en utilisant des technologies de miroirs ultra légers. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en allégeant les miroirs, au bout d'un moment, ils se déforment quand même beaucoup plus facilement. Donc il faut aussi envisager d'embarquer à bord de l'optique active, avec des miroirs déformables, et de la métrologie pour regarder comment le miroir lui-même se déforme et être capable de mettre en place les corrections. Donc ça c'est en cours de développement. On l'espère avoir atteint nos objectifs d'ici la fin 2018 et d'embarquer ces technologies nouvelles dans les prochaines générations. Donc c'est pas encore fait, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Donc là, ici, vous avez deux possibilités sur les miroirs déformables. Un miroir déformable qui est là de conception Thales Alenia Space, et un autre qui est la solution retenue par Airbus Defence and Space. Donc là, on a deux frères ennemis qui sont toujours en concurrence sur ces sujets-là. C'est un domaine où il y a pas mal d'agressivité commerciale actuellement, quoi. Il y a beaucoup de clients étrangers, de pays en voie de développement, qui cherchent à acheter des satellites d'imagerie à haute résolution pour en général aller espionner les voisins. Donc en Amérique du Sud, il y a le Pérou qui veut aller regarder ce qui se passe à côté, il y a le Chili qui veut faire pareil, bon, enfin c'est, voilà. Et Émirats Arabes Unis, c'est également il y a la même tendance. Donc c'est un marché, bon, je ne peux pas dire que ce soit un très gros marché, mais enfin c'est notre ministre de la Défense actuel, en tout cas, a été un fervent défenseur des capacités industrielles françaises, et donc a vendu finalement pendant les quelques années où il a été au gouvernement, M. Le Drian a réussi à conclure un certain nombre d'affaires commerciales sur les satellites d'observation en particulier. Voilà, donc là, je vais peut-être terminer avec le diaporama que je vais laisser tourner. Donc ça, ce sont des images de Pléiades prises sur tout un tas de zones géographiques plus ou moins exotiques. Voilà, donc je vais laisser défiler ça, et puis je vais vous laisser la place aussi pour quelques questions, parce que je pense que j'étais un peu bavard. Ok, merci.